Monde numérique. Spécial CES de Las Vegas. Et oui, c'est l'heure du bilan au CES de Las Vegas, édition 2025. Et pour faire le bilan, je suis ravi de retrouver Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Bonjour Julien. Bonjour Jérôme. On se retrouve en partenariat, comme chaque mois, entre EDF et Monde Numérique. Julien, tu viens chaque année au CES. On se tutoie parce que tout le monde se tutoie. Allez, ici. on va faire ça, on est aux États-Unis. Tu viens chaque année au CES de Las Vegas, donc tu as quand même de la profondeur dans l'analyse, on va dire. Question traditionnelle, que penses-tu de cette édition 2025 ? Alors moi j'aime beaucoup cette édition 2025 parce que même si elle est un peu moins aspirationnelle, un peu moins de grands concepts pour un jour, on est dans le concret, on est dans des produits qui fonctionnent, qui sont démontrés et qui vont sortir en 2025 pour les plus lointains 2026. Et donc ça c'est très agréable parce que on a l'impression qu'on est dans l'innovation pour ici et maintenant. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Tu penses à quoi en particulier ? Je pense par exemple à tout ce qui est robotique personnelle. Alors ça passe beaucoup par les aspirateurs robots dont on parle énormément ici, ça peut paraître bizarre vu de France, mais le buzz du CES, c'est quand même beaucoup les aspirateurs robots pour notamment toi. celui avec le petit bras qui sort pour ramasser les chaussettes, c'est formidable. Exactement, plusieurs marques dont Roborock, qui est le S70, ont lancé des aspirateurs robots avec des petits bras robotisés sur l'aspirateur qui vont pouvoir effectivement prendre les chaussettes, ranger les objets qui sont dans la maison pour pouvoir aspirer tranquillement. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plein sur ce salon, et des robots piscines, enfin bref, plein de robots qui, grâce à l'intelligence artificielle, deviennent vraiment des robots personnels beaucoup plus sophistiqués que ceux qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est le tout début, l'aspirateur. Mais on peut imaginer assez facilement que chaque année, incrémentalement, on va se retrouver avec une robotique pour la maison. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, de voir cette tendance, encore une fois, très concrète. L'aspirateur avec le petit bras dont on parle, il est pour cette année. C'est pas quelque chose pour dans 10 ans. Ouais. Et puis ensuite, ce sera les robots humanoïdes qu'on commence aussi à apercevoir. Il y a évidemment aussi l'intelligence artificielle, grande thématique transverse. Et du coup, robot plus IA, ça fait un joli mélange. Ça fait un très joli mélange et je pense que maintenant on peut être tous d'accord pour dire que quand Nvidia dit quelque chose, ils ont une certaine crédibilité. Nvidia dit de plus en plus et a lancé un modèle fondamental cette année qui s'appelle Cosmos, qui est justement un modèle d'apprentissage pour la robotique qui permet, au lieu d'avoir à programmer un robot, de lui montrer ce qu'il doit faire et le robot va reproduire, mais pas reproduire, mot à mot ou geste à geste, mais reproduire intelligemment en fonction de son environnement l'intention que l'on avait. Et ça, c'est totalement fondamental pour la programmation de ces robots parce que on passe de quelque chose de la programmation, du développement finalement informatique à une façon d'imiter les humains et qui va permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage de cette robotique. Et encore une fois, on parle pas forcément de robots humanoïdes extrêmement sophistiqués, mais parfois un simple bras robot sur roulette qui va venir vider la vaisselle, pour prendre un exemple très concret de la vie quotidienne. Et donc oui, cette IA transforme complètement l'approche de la robotique depuis quelque chose de très informatique finalement à quelque chose d'un usage quotidien concret pour nous tous. Ouais. Alors, de manière plus spécifique en ce qui concerne ton secteur, l'énergie et puis surtout l'enjeu environnemental lié à l'énergie, est-ce que tu as repéré des choses intéressantes ? Oui, alors cette année, c'est un peu moins l'année de l'innovation autour de la voiture électrique ou de la batterie personnelle autonome, etc. C'est beaucoup plus des choses très concrètes d'amélioration finalement et qui sont qui m'ont frappé. Deux exemples. Le premier, c'est SolCold. SolCold, c'est une start-up en fait qui a inventé un revêtement, un polymère, donc on l'installe sur les toits, tout simplement, par exemple des toits de bâtiments, de data centers ou d'entrepôts, et qui va réduire passivement la température dans le bâtiment de 5 degrés. Et donc, 5 degrés, c'est absolument énorme, parce que là, c'est vraiment passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de climatisation, il n'y a pas besoin de, Donc, on voit bien que ça améliore évidemment beaucoup la performance thermique du bâtiment, et que dans un pays chaud, ou dans un usage comme le data center, où on le sait, les machines produisent beaucoup de chaleur, ça va réduire beaucoup l'énergie nécessaire pour refroidir le bâtiment. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très peu coûteux comme solution. Donc ça, c'était un exemple que j'ai trouvé intéressant. On avait des peintures qui permettaient de faire ça jusqu'à présent, mais c'était des peintures qui permettaient de perdre 1, 2, 2,5 degrés. Les Français qui font ça, des espèces de peintures blanches. Exactement. Et bien là, on est dans quelque chose d'encore plus performant que ce qu'on avait jusqu'à présent et qui est très facile à poser puisque c'est un autocollant en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Un autre exemple d'amélioration. Alors en l'occurrence, c'est une société israélienne, c'est une start-up israélienne qui fait ça. Un deuxième exemple qui là est américain, une société qui s'appelle Jackery, qui est très connue en fait en Californie, qui fait des batteries pour la maison, des choses autour du solaire, et qui là a lancé une tuile solaire mais qui ressemble à une vraie tuile. Alors ça paraît
Très simple. En fait, jusqu'à présent, on n'arrivait pas à faire des toits solaires qui ressemblaient à des tuiles vraiment, c'est-à-dire des tuiles courbées, comme on les connaît souvent sur les maisons, parce que en Europe, pour des raisons techniques, en fait, ils faisaient plutôt des tuiles qui ressemblaient à des ardoises, c'est-à-dire noires et plates. Et donc, c'était toujours mieux que de mettre des panneaux solaires traditionnels qui sont quand même pas très esthétiques sur les maisons, mais néanmoins, ça ressemblait pas non plus à des vraies tuiles. Là, Jackery commercialise des vraies tuiles, donc un toit vraiment avec des tuiles bombées comme ça, qui ressemblent aux tuiles qu'on connaît en Europe et qui permettent donc d'avoir un toit qui ressemble à un vrai toit et qui produit sur l'intégralité de sa surface de l'électricité. Donc ça, c'est très intéressant. Du coup, ça fait même une surface plus grande sur une maison. Exactement. Donc c'est moins performant comme panneau solaire que des panneaux solaires traditionnels, mais on le compense par le fait que toute la surface du toit est couverte. Alors qu'en panneau solaire, on ne met jamais toute la surface du toit. Et donc, l'un dans l'autre, on arrive à un produit qui permet d'avoir une maison, si ce n'est autonome, au moins autoproductrice d'électricité largement, tout en étant très discrète esthétiquement et donc ne pas avoir cette problématique du panneau solaire qui n'est pas toujours très esthétique. Ouais. Encore autre chose ? Eh bien, il y a beaucoup de choses autour de la voiture autonome. Et ça, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse toujours beaucoup parce que quand on est en France ou en Europe, on entend, y compris des spécialistes, dire la voiture autonome, ça ne marchera jamais, ça n'existera pas, ça n'arrivera pas. Et il suffit d'aller, même en tant que touriste, à San Francisco, à Phoenix ou à Austin maintenant, et on prend un Waymo, c'est-à-dire une voiture autonome qui est un taxi autonome ou un Uber autonome. C'est une réalité. Et c'est une réalité qui fonctionne vraiment. C'est pas des tests. Je veux dire, ça fonctionne, c'est la vie de tous les jours. Il y en a aussi à Las Vegas. Alors pas Waymo, mais il y a Nooks, c'est ça ? Zoox. Effectivement. Oui. Avec un technicien, un superviseur, on va dire. Alors, ce qui est intéressant avec Zoox, c'est que c'est le futur concurrent de Waymo. Alors, contrairement à Waymo qui est vraiment live, Zoox, ils commencent à tester. Ils sont effectivement en bêta-test sur le Strip à Las Vegas et à San Francisco bientôt. Et en discutant avec eux hier, il y a deux choses que j'ai trouvées très frappantes et nouvelles. C'est que c'est la première voiture taxi autonome où il n'y a pas de volant. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais dans le Waymo, il y a un volant encore. Même si le volant tourne tout seul et qu'il n'y a pas un humain derrière. C'est paradoxal alors qu'il n'y a pas de chauffeur. Mais il y en a quand même un. Et là, il n'y en a pas du tout. D'ailleurs, j'ai posé la question au fondateur de Zoox. Il dit non, mais réglementairement, c'est autorisé. Alors oui, visiblement aux États-Unis. Donc je lui fais confiance. Et en fait, ça veut dire que c'est dans les États comme le Nevada qui ont accepté. Exactement. Il y a des réglementations par État aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être une voiture classique, ce qui était le cas des Waymo, parce que c'est des modèles de voitures traditionnelles qui sont rétrofités pour devenir autonomes. Là, ça a été vraiment construit dès le début pour être une navette autonome, donc pas de volant. Les passagers sont assis face à face. On est vraiment dans une sorte de bulle finalement qui nous transporte. Je vois, parce qu'il y a deux types de véhicules Zoox en fait, et celui auquel tu fais allusion, c'est l'espèce de petit minibus, minivan. Exactement. Mais qui a pas une tête de voiture américaine. Je trouve qu'on dirait un truc européen. On dirait, oui, une petite bulle effectivement, plutôt d'un design bio-design comme on disait dans le temps en Europe, effectivement. Mais et ça ressemble. Ce qui m'a amusé, c'est que ça ressemble finalement beaucoup à l'image qu'on se faisait de la navette autonome il y a encore 5-6 ans. Et là, c'est live, on peut monter dedans, ça tourne, ça fonctionne. À San Francisco également, parce qu'ils nous expliquaient qu'ils sont en bêta-test avec leurs propres salariés. Donc aujourd'hui, il y a des navettes comme ça qui tournent, qui sont commandables par leurs salariés. Bref, voilà, je trouve que c'était intéressant de voir que, et derrière, alors on sait, pour ceux qui ne le savent pas, derrière Waymo, il y a Google, Alphabet, et derrière Zoox, il y a Amazon. Donc, voilà. On retrouve toujours les mêmes, comme les par grands, hasard. Les grands de la tech qui financent ce genre de société, mais c'est une réalité et voilà, ça m'amuse toujours d'entendre dire la voiture autonome, non, ça marchera jamais, alors qu'en fait la réalité c'est qu'on peut monter dedans aujourd'hui. Oui, mais Julien, il faut peut-être préciser que le contexte n'est pas le même. Les avenues, l'infrastructure routière aux États-Unis et en Europe, c'est pas pareil. C'est vrai. Le Strip de Las Vegas, c'est une autoroute 2x4 voies au milieu de la ville. À Paris, il y a plus de voitures ou presque, donc la configuration est totalement différente. La configuration est différente, mais la réalité c'est que en 2025, on a des voitures qui roulent toutes seules dans des villes qui ne sont pas des petites villes, pour ceux qui connaissent San Francisco, Austin, ou c'est pas des petites villes, et qui vont aller, puisque ça y est, c'est Waymo l'a annoncé, qui vont aller dans les aéroports également, faire les trajets aéroport-ville, puisque jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, ils n'avaient pas l'autorisation, ils pensaient pouvoir le faire techniquement, mais ils n'avaient pas l'autorisation. Or, c'est 50% des trajets type Uber, c'est en fait des trajets aéroport-ville, et donc là, dans certaines villes, ils ont obtenu la licence pour le faire, et donc ça va vraiment devenir des voitures qui vont pouvoir circuler partout. Avec parfois des petites surprises. Je sais pas si tu as vu, comme moi, cette vidéo sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui devait aller à l'aéroport et qui était bloqué dans un taxi Waymo, qui a perdu la boule et qui tournait en rond. Et le pauvre client était pendu au bout du fil en disant mais je dois aller chercher mon avion. Oui monsieur, excusez-nous, on a un problème. Effectivement. D'ailleurs, faut dire quand même aux gens qui nous écoutent que les Waymo peuvent être pris à distance. Le contrôle peut être pris à distance par un opérateur si effectivement il y a un problème, et que dans les statistiques qui sont affichées par Waymo sur leur stand, d'ailleurs ici au CES, les statistiques
statistiques de sécurité sont largement meilleures dans un Waymo que dans une voiture conduite par un être humain. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est pas forcément facile à accepter pour nous, parce qu'on se dit, non, c'est quand même, je suis rassuré par un vrai humain plutôt qu'un ordinateur qui conduit, mais la réalité c'est que les statistiques sont en faveur de la machine. Et voilà, la réalité s'inverse en réalité. Enfin voilà, le but de la voiture autonome, c'est moins d'accidents, il faut le rappeler. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Merci d'avoir été dans Monde Numérique pour ce coup d'œil très éclairant, sans jeu de mots, sur le CES 2025 de Las Vegas. Merci Jérôme.